Euh, il marche vachement bien celui-là. Bonjour à tous et merci d'être là. Je vais commencer par rapidement me présenter. Pierre Couder, donc je suis responsable de toute l'offre low-code et BPM pour Accelor. Et justement, en parlant d'Accelor, avant de commencer sur la thématique là, de cette présentation qui est le low-code au cœur de la gestion d'entreprise, donc c'est des thématiques qu'on a sûrement beaucoup entendues et je voulais donner une approche peut-être un peu plus française du coup. Avant de parler de tout ça, je vais parler rapidement d'Accelor pour ceux qui ne connaissent pas. Accelor, c'est initialement on est éditeur de logiciels, voilà, en se basant justement sur la plateforme low-code qu'on a développée. Et c'est qu'en 2014 qu'on a créé notre solution. Quand je dis créer la solution, c'est en 2014 on a sorti le RP en se basant sur la plateforme low-code. Et en 2019, on a vraiment fait évoluer notre produit pour remettre au cœur justement de notre ERP, de toute la solution qu'on vendait au final, le low-code, qu'il prenne une place beaucoup plus importante avec justement l'intégration d'un BPM no-code directement dans le ERP. Et s'il y a une date qui a été très marquante ces dernières années, c'est 2022, où on a réalisé notre levée de fonds, qui nous a permis d'accélérer la croissance en vérité, et aussi et surtout d'ouvrir des filiales à l'international, comme à Toronto par exemple cette année. Voilà, je ne vais pas plus m'étendre sur Accelor. S'il y en a qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à passer nous voir, c'est toujours un plaisir de recevoir. Et ce faisant, je vais attaquer sur la thématique. C'est très perturbant, j'ai mon écran qui n'est pas synchronisé. Voilà, je vais attaquer sur la thématique qui sont les enjeux du low-code dans la transformation numérique. Et avant de présenter en fait les différents axes, je vais les resituer en faisant le parallèle entre ce qu'on avait avant et ce qui est attendu aujourd'hui. C'est vrai que, alors on voit pas tout, mais en bas ici, là, il y a marqué personnalisation. Hein. Euh, Donc, avant, on avait un peu ce distinguo entre les solutions qui proposaient une véritable profondeur business. Je pense que sur la liste, là, vous en connaissez au moins quelques-unes, mais qui n'avaient pas forcément envie. C'était pas une volonté de donner trop la main aux utilisateurs. Et si jamais on souhaitait rajouter une colonne sur un formulaire, ça pouvait prendre plusieurs mois, ce qui était un peu embêtant. Et de l'autre côté, on avait, en tout cas c'était comme ça que c'était perçu, les solutions low-code qui permettaient beaucoup de personnalisation, mais qui par contre, d'un point de vue fonctionnel, n'avaient rien. Enfin, c'était la perception. Hein. Et ça faisait un peu défaut au monde du low-code qui était vu, tout du moins via le prisme des DSI, comme étant un outil supplémentaire pour faire du shadow IT. Qui venait patcher en fait des manquements fonctionnels de la solution business qui avait été implémentée dans une stratégie globale et qui venait parasiter justement le monde de la DSI. Et en fait, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des techs qui sont sortis et surtout beaucoup d'efforts de communication, notamment de la part des métiers, on en est arrivé à un changement complet de paradigme où le low-code devient maintenant largement tout aussi performant dans le fait d'atteindre une profondeur business telle que certains éditeurs historiques pouvaient l'avoir. Parce que le low-code n'est plus juste un outil de création de formulaires simples, de saisie, mais il va nous permettre d'attaquer plein d'aspects. Donc le RP, voilà, on va retrouver le CRM, le SIRH, et des solutions un peu plus, jusqu'à présent, qui étaient un peu plus spécialisées, comme la BI ou même les moteurs de workflow. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire que maintenant, l'utilisateur final a tout en main pour pouvoir vraiment faire son application from scratch et répondre à tous les besoins de l'application. On n'a plus cette notion justement de patchwork, de shadow IT qui est portée par le low-code. Alors, pour illustrer un peu justement tous ces axes et rentrer un peu sur comment ça marche, comment est-ce que l'utilisateur peut se l'approprier, quelles sont les logiques derrière que l'on va mettre en place, je vais m'appuyer sur un univers que je connais bien, qui est l'univers d'Accelor. Mais chez Accelor, on a identifié plusieurs attentes. Alors, les enjeux des processus, c'est vrai que c'est très au cœur de notre discours, mais c'est aussi très au cœur de ce que vont attendre les clients. Aujourd'hui, je connais, enfin, en tout cas, j'en ai jamais rencontré d'entités qui avaient une méthodologie de travail qui consistait à faire des tâches de manière aléatoire, les unes après les autres.
Si on veut produire de la valeur, on va toujours s'intéresser à quelles sont justement toutes les différentes étapes auxquelles je dois me soumettre pour atteindre un objectif. Cet objectif étant de livrer un client, enfin, tout du moins de vendre un produit ou un service auprès d'un client, tout en garantissant un maximum de satisfaction à ce client final. Donc les processus au cœur des attentes du fonctionnel. Derrière, on a tous les enjeux de la data. La data, elle est omniprésente aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un seul salon, on n'en parle pas, que ce soit d'un point de vue sécurité, d'un point de vue management, pilotage. Enfin, c'est vraiment mettre en place une solution sans pouvoir exploiter la data qu'elle génère. Aujourd'hui, c'est plus envisageable. On a beaucoup de management qui passe par ça, les fameux KPIs qu'on aime tous. Et parce qu'on a un certain legacy aussi dans beaucoup de structures, on a besoin de connecteurs. Aujourd'hui, il y a des entités qui, justement, historiquement, ont implémenté des solutions, ou tout du moins ont eu besoin à un moment donné d'une solution extrêmement verticale pour un besoin, et qui vont être sur une phase de transition vers des outils low-code. Et pour répondre à ces enjeux, eh ben, on a besoin de mettre en place des connecteurs, et on n'a pas nécessairement envie de passer 8 mois à développer un connecteur pour ci, un connecteur pour là. Et donc le low-code aujourd'hui permet de répondre à ce genre d'attente, et on va voir comment. Voilà, j'ai mal fini ma phrase, donc je vais rebondir en faisant une nouvelle phrase. Et enfin, ce que je disais au début, le besoin client, il est au centre des attentes. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses métriques que l'on va regarder dans une entité, c'est à quel point le client est satisfait de l'offre de service que je lui propose. Et s'il ne l'est pas, alors comment s'améliorer? Est-ce que c'est parce qu'il faut que je repense mon business? Est-ce qu'il faut que je ajuste ma façon de travailler d'un point de vue process, justement? Il y a vraiment plein de questions qu'on peut être amené à se poser quand on travaille sur la satisfaction clientèle. Et bien entendu, tout ça le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, en maîtrisant les risques. Et pour ça, quoi de mieux que le low-code ou no-code, où on vient guider l'utilisateur dans la création de son contenu. Voilà, donc ça c'était un peu les attentes. C'est celles qu'on a identifiées chez Accelor. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vues, et je serais ravi de les entendre. Ça me permettra de rajouter des petites images sur ma slide. Et pour illustrer tout ça, comme je le disais, je vais m'appuyer sur la structure d'Accelor. Donc vraiment, c'est toujours cette logique de la plateforme low-code, no-code qui est le cœur de notre application, et sur laquelle on a différentes briques qui, justement, coïncident avec les axes low-code énumérés précédemment. L'ensemble de toutes ces briques, toutes assemblées les unes après les autres, nous permet de créer des applications métiers, verticales ou pas, hein, en fonction de chaque client. Alors je vais commencer par une première thématique qui est d'ailleurs celle qui est tout à gauche là. Non, ça marche pas. La mobilité offline. Aujourd'hui, la question de la mobilité, elle est vraiment centrale. On a tous un smartphone, on a tous une tablette, on a tous besoin, on a tous cet outil tout du moins à proximité. Et il y a pléthore d'applications mobiles pour tout. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire comment est-ce que les applications mobiles, je vais les remettre au sein de mon SI, comment est-ce que je vais venir consulter la donnée de mon système central, et surtout, comment est-ce que je vais pouvoir adapter l'application mobile aux nouvelles applications low-code que je fais. Parce que c'est bien beau d'avoir un ERP ou quel que soit le système d'ailleurs central sur lequel on va faire de la customisation, si derrière on n'est pas capable de venir la consulter, la retravailler offline sur mobile, on fait une application de stock, et si on doit demander aux opérateurs dans le stock de ramener un papier, un crayon pour tracer tous les mouvements de stock parce qu'il n'y a pas de couverture réseau dans le stock, ça ne va pas le faire. Et donc pour ça, on a bien entendu des verticaux assez classiques, hein, la production, stock, CRM, le RH. Mais ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est comment est-ce que justement on va réussir à proposer à une personne, ok, j'avoue, technico-fonctionnel, de créer son propre module. Parce qu'il y a quand même toujours l'idée qu'il y a un moment, en fonction du besoin, on passe soit du no-code au low-code. Là, on va plus avoir une approche low-code, puisque ce qu'on met à disposition de l'utilisateur, c'est vraiment une architecture qui va s'appuyer sur un noyau d'application avec, toujours pareil, hein, dans les solutions, un niveau d'abstraction. Donc ce fameux composant d'interface qui va donner le niveau d'abstraction suffisant pour que l'utilisateur n'ait qu'à se poser la question de la bonne syntaxe à appeler pour créer son contenu. Et derrière, il va pouvoir déployer ses modules métiers
en utilisant justement ces templates qu'on lui fournirait. Un petit exemple sur quels sont les axes de surcharge, on va retrouver plein. On va retrouver le fait de pouvoir avoir ses propres menus dans son application, ses propres formulaires, comment est-ce qu'on veut gérer la recherche, quels sont les champs qu'on souhaite exposer, enfin quelles sont les données qu'on souhaite exposer. Et tout ça, ça va passer par justement ces fameux templates qui vont nous permettre d'une manière assez structurée de venir récupérer de l'information à la fois sur l'implémentation standard, mais éventuellement si on souhaite de venir la surcharger. Alors, c'est pour ça que j'utilisais le terme low-code, c'est-à-dire que là, on ne peut pas proprement parler de no-code, hein, on a besoin de connaître la syntaxe. Alors après, c'est est-ce que derrière, on ne peut pas rajouter un niveau d'abstraction graphique supplémentaire pour que justement cette syntaxe soit autoportée? Si. Actuellement, chez Excelor, on est en train de le faire, mais ce n'est pas fait, donc je vous livre ça, qui permet néanmoins assez rapidement, à partir du moment où on a été formé sur cette logique-là, de venir enrichir la donnée dont va disposer l'utilisateur sur une application mobile, à savoir le code, le nom complet, l'image qui était portée sur le module initial et sur le module client, le module qu'on a fait soi-même en low-code, on va rajouter l'unité, la hauteur et la longueur. Toutes ces données-là nous permettent après de proposer à chaque client une personnalisation. Si on regarde un peu ici le différentiel entre l'application standard, par exemple pour les livraisons clients, et la surcharge qu'on est venu apporter, on voit bien que en un minimum de temps et un minimum d'effort, enfin pour des personnes maîtrisant la syntaxe précédemment montrée, on arrive à complètement transformer l'outil de l'utilisateur final avec justement ces filtres que l'on va venir apposer, l'information dont on va disposer ici qui va être modifiée. Donc c'est quels sont les... Enfin, c'est pas des formulaires, hein, c'est des cartes, mais voilà, quel est le rendu visuel que l'on souhaite avoir. Et derrière, c'est pareil, si on refait un écart sur la réception, on va bien se rendre compte que ici, on vient enrichir l'information parce que le métier apporte des informations pas prévues dans le standard. On va retrouver ici une référence avec un petit check, on va retrouver ici aussi des liens, enfin des icônes. On a vraiment la possibilité de personnaliser le contenu pour que les utilisateurs soient au plus proche de ce dont ils ont besoin, que ce soit en live ou alors même en offline. Après, il y a des histoires de asynchrone, synchrone, enfin c'est des questions techniques, mais qui ne sont pas adressées justement aux utilisateurs. Eux, ils se contentent de consommer, de créer. Ça, c'était le premier point sur la mobilité, où on a répondu à une des problématiques, c'est comment on gère le offline. Alors qu'avant, c'était un peu plus touchy. Là, ça y est, on est capable de gérer l'offline, on est déjà capable de gérer la portabilité de la solution où l'on veut, et surtout de ne pas faire une scission entre l'outil de travail usuel et l'outil de travail portable. Le deuxième axe très important, enfin, pour le coup je le trouve hyper important, j'en ai déjà beaucoup parlé au début sur le processus, j'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là hier, c'est vraiment le BPM. Le BPM, c'est pas juste un outil, c'est vraiment, il y a une vraie logique derrière, une réflexion d'entreprise derrière sur j'implémente une entreprise qui va être centrée sur les processus et quels sont les avantages que je peux en tirer. Il y a pas mal d'avantages après qui vont varier suivant le langage, en tout du moins l'outil de modélisation des processus qu'on adopte. Dans le cas d'exemple, enfin dans le cas d'Accelor, nous on s'appuie sur la norme BPMN. J'ai pas envie de vous faire une formation sur la norme BPMN, mais l'intérêt, c'est qu'on dispose d'un outil normé qui est soutenu, édité par l'OMG et qui permet de modéliser des processus, quelle qu'en soit leur complexité. Donc ça, c'est le petit point tout à droite, là, c'est l'universalité de la norme. Et cet intérêt justement de langage commun fait qu'aujourd'hui, on a un outil de collaboration. Demain, vous êtes en mesure de modéliser votre processus avec la norme BPMN. Vous avez un regard très fonctionnel de la chose puisque vous êtes au cœur du métier. Vous déployez ce modèle-là, les gens ayant une connaissance technique seront aussi capables d'interpréter votre modélisation et de l'implémenter. C'est tout l'intérêt en fait de ce genre de langage. Et c'est aussi la force du BPM, c'est que c'est quelque chose qui permet, c'est un outil au final, qui permet de faire le lien entre une implémentation technique et un besoin fonctionnel. Derrière, le fait d'avoir implémenté un processus, un moteur de processus sur votre solution, vous pouvez en maîtriser la complexité, vous avez une représentation visuelle, vous avez un suivi et vous avez aussi énormément de data qui vont être générées. Donc on verra comment on peut retraiter la data derrière.
mais toute cette data, elle va vous permettre de mettre en place des leviers d'amélioration continue. Vous allez, en termes de data, notamment collecter toutes les étapes qui ont été activées, par qui, par quand, combien de temps. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de données qui après vont pouvoir être réanalysées avec des jolis indicateurs. Si je fais un petit exemple assez rapide, vraiment un petit exemple très très simple sur justement la gestion des RIB. C'est un processus hyper basique. Il y a 3 étapes. Une étape script et une étape utilisateur, et au milieu une petite pause, une petite condition qu'on va checker. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre d'implémentation? Parce que les RIB, c'est aujourd'hui quelque chose d'assez stratégique dans un système central. Et ce qu'on veut vérifier, c'est la validité d'un RIB. Et on veut aussi peut-être éventuellement tracer des modifications d'un RIB. Ça peut avoir des impacts assez lourds, mine de rien. Et le fait d'implémenter un petit processus, là, on a 2 gains. Le premier gain, c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément la politique de gestion des RIB en interne, mais qui aurait été initié à la norme BPMN. Si on lui met ce diagramme sous les yeux, instantanément, il comprend quelle est la politique interne. On sait qu'à partir du moment où on a une modification sur le RIB, enfin sur l'IBAN, dans ces cas-là, on va passer par un cycle d'approbation d'une personne, un utilisateur, dans le SI. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est à partir du moment où ce processus est implémenté, on va pouvoir remonter énormément de données. On va pouvoir savoir pour chacun des RIB combien de fois il a été modifié, par qui. On va pouvoir aussi identifier assez rapidement combien de temps en moyenne je passe à l'approbation d'un RIB, combien de RIB ne sont pas approuvés, et toutes ces données-là vont être automatiquement portées par le fait d'avoir implémenté le processus. C'est plutôt pas mal parce que derrière, on a, comme je vous le disais, graphiquement un rendu de toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Je peux savoir pour un processus donné à quelle étape je me trouve. Très pratique, hein. Si jamais on se pose la question de ce qu'on doit faire, au moins on a instantanément l'information. Et pour chacune, donc le processus là est un peu plus complexe. Mais pour chacun des étapes, je peux avoir tout de suite l'information de la date, l'heure à laquelle ça a été activé, quel était l'utilisateur connecté qui a satisfait cette étape. Vous voyez, il ne m'a plus besoin de faire de script. L'information, elle est auto-portée par le fait d'implémenter un BPM. Et derrière, je suis capable de faire mes indicateurs de pilotage. Parce que BPM, il ne faut pas perdre de perspective que c'est Business Process Management. Donc vraiment, le pilotage, le management est au cœur de ces enjeux-là. Alors, on a parlé on a plutôt bien avancé. On a parlé de la mobilité, on a parlé du BPM. Il nous reste un autre périmètre assez intéressant à couvrir, qui va être justement les connecteurs. Le BPM, aujourd'hui, ce n'est pas un outil qui doit être isolé dans l'application. C'est un outil qui doit pouvoir communiquer, qui doit pouvoir s'offrir à d'autres applications du SI. Et de la même manière, notre solution, la solution implémentée, doit pouvoir communiquer avec les autres verticaux éventuellement présents, enfin s'il y a des verticaux présents dans le SI. Pour ça, il y a un réel besoin, et je pense qu'il y a des acteurs très présents sur ce salon qui se sont fait une joie de se spécialiser justement dans l'interconnexion des différentes applications. J'en prends un exemple ici c'est Make, hein, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont reconnu. Voilà, avec Make, où l'idée c'est on a des besoins, on a des applications diverses et variées, on a envie de les faire communiquer. Et par contre, avant, c'était une véritable tannée de faire ça, parce que ça nécessitait que du code. Et aujourd'hui, grâce à justement ce genre de solution, on est capable hyper aisément de venir consulter une banque d'applications. On a plus de 1500 dans ce cas présent. Il y a 1500 applications qui sont disponibles. Et pour chacune de ces applications, on va pouvoir disposer d'un certain nombre d'actions qui vont être portées par l'application. Donc là, j'ai l'application Excelor, je vais retrouver la possibilité de surveiller un enregistrement, de le lire, de le créer. Enfin voilà, j'ai toute cette approche CRUD là, qui est disponible. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas juste 1500 applications, c'est pour chacune des 1500 applications, on a une grande possibilité de paramétrage. Tout ça dans un environnement qui nous fournit également des outils divers et variés pour itérer, pour traiter du JSON, traiter de la data entrante. Voilà, on a tout ça.
et ça nous permet d'aller faire des scénarios plus ou moins robustes, plus ou moins complexes, qui ont plus ou moins de sens fonctionnel, graphiquement. Alors là, je vous ai mis un petit exemple tout simple. On a dans l'instance Axelor, dans l'environnement Axelor, on vient surveiller le référentiel produit. On vient faire une comparaison avec un environnement Airtable. Et si jamais le produit n'existe pas, on vient le créer sur Airtable et on se permet même d'envoyer un petit Google Chat. Et à l'inverse, si l'enregistrement est déjà présent sur Airtable, on ne fait que la mise à jour. Donc vous voyez, on a de la même manière que le BPM, on pourrait se dire c'est assez similaire, mais l'objectif n'est pas le même. L'objectif ici, c'est d'interconnecter, c'est pas d'implémenter du processus. On vient créer des scénarios, et j'utilise bien le mot scénario, c'est pas le mot processus, on vient créer des scénarios qui vont venir s'exécuter, on choisit comment s'exécuter, on choisit comment la déclencher, pourquoi pas les déclencher avec le BPM au final, hein, ça aurait du sens. Mais l'idée c'est ça, c'est que via ce genre de solution, on est capable maintenant de répondre à un autre enjeu du SI, c'est comment se connecter, comment récupérer la data. L'utilisateur n'a plus à saisir des données en doublon, l'utilisateur peut disposer de sa data instantanément. Et ça, c'est aujourd'hui un prérequis si jamais on veut remettre justement l'utilisateur final au centre du SI. Ah, c'est pas là, c'est là. Du coup, je me suis perdu en cherchant ma télécommande. Mais donc voilà, donc on a aujourd'hui ces approches-là qui sont extrêmement graphiques. Et si on veut continuer dans cette dynamique-là, sur justement la façon dont on va pouvoir automatiser un maximum de choses, on a automatisé les processus, on a automatisé les connecteurs, et demain on souhaite faire le lien avec quelque chose qui a priori n'était pas forcément automatisable, c'est le format papier. Bon, alors c'est pas nouveau, hein, il existe depuis plusieurs années des solutions de type OCR, et là je vais juste reprendre le concept de base. Un utilisateur vient exploiter un modèle OCR qui a été défini dans son application, il va être identifié, il va être envoyé vers une solution type Rosom ou Mindy qui ont été entraînés sur le modèle papier sur lequel on a déjà fait un ciblage des champs à extraire, du type de champ à extraire, du type de données à récupérer. Cette solution va nous renvoyer une réponse et ensuite, dans notre application, on va traiter cette réponse pour justement avoir un objet qui numériquement est viable. On pourrait assez aisément se projeter dans le cas d'une facture, mais ça peut être un email, une facture PDF. En fait, on a plusieurs options d'entrant. Et derrière, c'est vraiment comment est-ce que notre OCR va analyser, va récupérer cette data. Et c'est assez important, il y a une notion d'apprentissage, c'est-à-dire que forcément de base il a une certaine base de connaissances, mais vous pouvez venir respécifier ça, et c'est uniquement de ce côté-là que vous aurez besoin de faire de la respécification. Et après, toute cette data, elle va être intégrée via un module, enfin en tout cas chez Axelor. On a la possibilité de redéfinir des paramétrages, de redéfinir des contrôles que l'on veut faire sur le résultat qui nous est renvoyé, pour pouvoir derrière effectivement générer une facture d'un point de vue numérique, générer une note de frais, générer un BR, une commande, peu importe en fait le document qu'on reçoit. Tout du moins, on a réussi via ce genre de solution à refaire le lien entre une multiplicité de formats, notamment papier, et un format standardisé qu'on attend et qui est le format de travail quotidien. Donc c'est l'intérêt en fait, c'est vraiment de se dire aujourd'hui le fait qu'un fournisseur nous fasse un devis au format 1 et un autre fournisseur nous fait un devis au format 2, ce n'est plus une problématique, on est capable dans notre application de retrouver ces deux devis et de venir vraiment les travailler d'une façon beaucoup plus homogène. C'est toujours pas là, c'est là. Petit exemple justement là, de rendu, donc là sur la facture que l'on a, c'est un PDF. Donc on a reçu ce PDF. Ce PDF, il a été caractérisé dans Rosom, il a été entraîné dans Rosom. Et derrière, on a la liste des données extraites. Donc il va nous récupérer le document ID. On lui a dit que ça se situait... le FC, je sais plus quoi, là. Il est là. On lui a dit que ça se situait là, sur notre document PDF. Donc il est capable de dire, ah oui, d'accord, là je reconnais, c'est bien, ok, FC, c'est un format que je connais. Donc je sais que l'ID du document, c'est là, les dates, c'est ça. Donc il détecte bien que c'est des dates. Donc on récupère toutes ces informations. Et derrière, là où ça devient intéressant, c'est que ces informations qui sont globalement, c'est du JSON, donc c'est du texte, hein. Derrière ce texte, on est capable de faire un mapping sur notre objet, de dire c'est quoi comme type de facture, le numéro de facture c'est ça correspond à ça informatiquement, et on refait le lien.
Et là où ça devient assez pertinent, c'est par exemple ici on récupère qu'un IBAN et derrière on est capable, on retourne sur nos RIB, on est capable de l'IBAN de rattacher ça à un autre objet dans l'application, un autre enregistrement dans l'application qui est le RIB qui contient cet IBAN. Donc on a vraiment ici, en plus de ça, en plus de juste avoir créé un truc numérique avec que des champs texte, on a réussi à refaire le lien avec des champs relationnels. Donc c'est tout l'intérêt de ce genre de solution, c'est que à partir du moment où on a notre PDF, on a extrait de la donnée et on a validé les différents points de contrôle, puisque les points de contrôle, on pourrait par exemple contrôler la cohérence entre les dates. Il faudrait que, j'en sais rien, la date de la facture ne soit pas supérieure à la date d'échéance, enfin, ça n'aurait pas de sens. C'est le genre de points de contrôle. Et alors après, on peut caractériser est-ce qu'ils sont bloquants, est-ce qu'ils ne sont pas bloquants, est-ce qu'on valide ou pas, est-ce qu'effectivement on vient générer la facture. Il y a toujours l'idée qu'à un moment donné, il y a besoin d'avoir un contrôle humain sur l'opération finale, mais au moins on peut automatiser un maximum de choses. Et notamment, plutôt que de faire de la saisie manuelle de l'intégralité de la facture dans l'application, on a juste à scanner notre truc, enfin prendre une photo d'ailleurs, c'est suffisant. Et ça, pour moi, c'est un gain majeur parce qu'aujourd'hui, la transition au tout numérique, elle n'a pas encore lieu. Il y a eu des superbes questionnements sur la facturation qui ont été repoussés, on ne sait pas quand. Donc tant que c'est pas mis en application, on est encore dans ce genre de problématique on a d'un côté du papier, on a de côté du numérique, il faut savoir faire le lien, et surtout il faut que l'utilisateur puisse faire le lien facilement. Et enfin, dernier point, et pour moi l'un des deux points les plus importants, le premier c'était le process, là c'est la BI. Aujourd'hui, ce genre de solution, low-code ou pas low-code d'ailleurs, peu importe, vient générer de la data. Et cette data, on a envie de l'exploiter au plus finement et au plus proche de ce dont l'utilisateur a besoin. Alors, on a aujourd'hui, voilà, on a des environnements tout embarqués qui vont nous permettre de définir, alors là c'est peut-être un peu plus technique, enfin le SQL, chacun met le curseur où il veut, hein. Mais on a la possibilité de venir définir nos datasets donc via du requêtage SQL. Ce qui est intéressant ici, c'est que on est très guidé, encore une fois, c'est pas du SQL à la sauvage. On est guidé, c'est-à-dire on sait sur quelle base de données on veut attaquer, on sait quelles sont les tables qu'on prend, de quelles données elles disposent, et on va être quasiment dans une logique de glisser-déposer pour construire notre dataset, notre requête qui va nous permettre de récolter la donnée. Cette donnée d'ailleurs n'est pas nécessairement restreinte à une seule base de données. On pourrait peut-être essayer de faire des jointures sur plusieurs bases, pourquoi pas, hein. Si on veut s'amuser un peu, il faut se chauffer. Et une fois qu'on a construit ce dataset, on va pouvoir l'exploiter dans des dashboards, enfin dans des graphiques dans un premier temps et dans des dashboards. L'idée, c'est qu'on met à disposition de l'utilisateur une multiplicité de dashboards sur différentes datas, peu importe, ça peut, comme je le disais, hein, c'est pas forcément la base de données de l'application qui va nous intéresser au quotidien. Ça peut être tout simplement, j'ai besoin d'avoir un état de mes ventes, mais aussi peut-être de la situation géopolitique dans le monde pour voir est-ce que je peux adresser un marché, par exemple en Palestine ou en Israël. Aujourd'hui, on n'irait pas chercher un marché parce qu'il y a des enjeux graves. Mais du coup, voilà, au quotidien, on peut venir consulter ce genre de data. Ces data peuvent être alimentées soit par notre application, soit par des API, soit par des CSV, enfin peu importe le format initial. L'idée, c'est qu'on puisse mettre à disposition de l'utilisateur un ensemble de tableaux de bord, ou alors un tableau de bord qui vient centraliser l'ensemble de la base de connaissances. Comment est-ce qu'il va faire ça ? Il va tout simplement créer son propre tableau de bord. Donc là, on a WorldBanks Data, je suis sur mon tableau de bord, je suis utilisateur. J'ai à droite la liste des charts disponibles. Si jamais j'ai envie d'en créer un nouveau, j'ai toujours un petit bouton plus qui me permet de le faire. Et comme ça, derrière, au quotidien, quand je vais me connecter sur ma page d'accueil, je vais avoir mon dashboard à moi, avec mes données à moi, et qui me permettent de très rapidement peut-être m'organiser, prioriser mes tâches, parce que le format du dashboard, en fait, au final, n'est limité que par l'imagination humaine. Aujourd'hui, les banques de templates, de charts, elles sont pas illimitées, mais on peut vraiment tout modéliser, hein. On n'est plus à l'époque de la courbe toute simple. On a vraiment là, on a des maps, on a des jolis camemberts, on a des indicateurs numériques, on a vraiment tout ce que l'on veut. L'idée de tout ça, c'est vraiment que l'utilisateur, ça y est, là, il a un peu fait le tour de ce dont il avait besoin. Il a réussi à gérer sa partie création de formulaire, que je n'ai pas montré parce que pour moi aujourd'hui,
1 milliard de personnes qui l'ont déjà montré, donc ça me semblait pas hyper pertinent. Et c'est tellement implicite avec le mot low-code que j'allais pas m'attarder dessus. Il a réussi à gérer son application mobile, il a réussi à implémenter des processus, il s'est connecté avec ses différentes données du SI, donc il a enrichi sa donnée de base, il a même peut-être dématérialisé du papier, et il s'est construit ses tableaux de bord. Donc aujourd'hui, avec le BPM, avec l'ABI, avec les OCR, on est capable de vraiment construire tout un SI, et qui serait en fait compatible avec les attentes d'une DSI. Au final, on n'a plus cette notion de patch, puisqu'on est capable de tout centraliser avec des outils dans une seule et même solution. Enfin, en tout cas, c'est l'approche d'Accelor. Je pense que c'est une approche qui est partagée peut-être par d'autres. Aujourd'hui, on a cette volonté de créer des applications. C'est plus créer des web apps, c'est plus créer des bouts, c'est vraiment créer des applications avec du no-code ou du low-code. Bah, écoutez, ça fait 30 minutes. Ah, je l'avais oublié celle-là. Bon, alors, on va la commenter ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, la multiplicité des dashboards, la multiplicité des charts. On a des trucs très jolis. Évidemment, bien entendu, la donnée, elle est pas statique, elle est dynamique. Hein. C'est des comportements qui sont aujourd'hui ceux qu'on connaît tous sur Power BI, ce genre de solution. On clique sur un élément, tout se filtre, tout est interconnecté. On peut aller drill dans la data, donc aller vraiment voir, tiens, au niveau de mes ventes en France, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais avoir la liste de toutes les données disponibles pour un filtre que j'ai positionné. Et j'espère que je n'en ai pas oublié une autre. Non, c'est bon. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir traité un peu toutes les thématiques qui étaient annoncées, au moins sur cette conférence, vraiment sur comment est-ce qu'aujourd'hui le low-code est capable de se positionner comme étant un élément central dans les SI. Comment est-ce que le low-code et le no-code peuvent répondre à tous les besoins, et c'est les besoins des utilisateurs qui sont les plus importants. Et ce que je vous enclin à faire, c'est profiter justement de ces quelques minutes restantes, si vous voulez, pour poser des questions, si vous en avez, j'y répondrai bien volontiers. J'avais pensé initialement à faire une démo, mais je ne savais pas trop si j'avais le temps. Du coup, si jamais l'une des questions me demande de faire une démo, je peux. Sur un petit process qui tourne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui. On en a une. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant, j'avais vu sous Make qu'il n'y avait pas de trigger instantané. Est-ce qu'il y a une possibilité de gérer les webhooks dans Accelor pour, suivant des événements dans Accelor, envoyer un webhook pour que ça soit instantané vers Make? Oui, c'est faisable, la gestion des webhooks. Après, ça correspond à une architecture technique initiale. Donc, dans le cas de notre solution, effectivement, c'est faisable. Après, c'est vrai que je voulais donner un petit niveau d'abstraction sur cette présentation, mais oui. Certaines solutions le permettent, donc font le lien justement entre plusieurs verticaux pour pouvoir avoir une certaine homogénéité. Moi, je trouve ça hyper intéressant de parler justement des SI quand, dans la partie no-code, low-code, on est souvent sur la création de solutions qu'on identifie comme des solutions un peu indépendantes les unes des autres pour gagner du temps. C'est souvent quelque chose qui fait râler les DSI. Et du coup, là, typiquement, j'ai vu Make apparaître, mais ça pourrait être n'importe quel autre outil, puisque la finalité, c'est la même. Comment ça se passe chez Accelor quand on arrive en parlant de Make, en disant ok, c'est un outil externe qu'on ne contrôle pas, comment c'est accepté. Après, ça c'est plus des positionnements d'Accelor. Nous, actuellement, on est en marque blanche en fait avec Make. Donc, on a dans la suite de solutions qu'on vend, on vend Accelor Connect en marque blanche avec Make. Donc, c'est Make embarqué, mais c'est nous qui hébergeons le serveur, c'est nous qui hébergeons la solution. Donc, ça fait partie en fait de la suite. Aujourd'hui, quand on fait une vente clientèle, on vend pas ce vertical-là, on vend la plateforme, et parmi les éléments de la plateforme, on va retrouver cette solution-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Deux options, soit j'ai été clair, soit je vous ai perdu. J'espère que c'est la première. Non, écoutez, j'ai fait plus court que prévu. On a 10 minutes de RAM. Est-ce que ça vous intéresse, une petite démonstration de comment est-ce qu'on peut, dans la solution Accelor, implémenter un processus, voir comment ça marche, on va faire ça alors. Je vais switcher sur mon PC.
En tout cas, je vais demander à ce qu'on switch sur mon PC. Ok. Alors, ok, challenge. J'ai besoin de 3 mains, j'en ai 2. Donc pour ceux qui étaient là hier, ils vont avoir un peu de redondance. L'idée, elle est multiple. L'idée, c'est d'avoir ici un processus que l'on est venu designer avec justement cette interface graphique qui nous permet de faire du glisser-déposer. Si jamais je veux personnaliser, je vais vous montrer comment personnaliser rapidement. Et sur une étape donnée, on va conditionner quels sont les éléments auxquels l'utilisateur doit se soumettre pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, on voit que sur une demande d'achat donnée, on doit indiquer le demandeur, le service, le bénéficiaire, le bureau. Et en fait, au fur et à mesure, on va construire notre processus avec ici des éléments de split où on va, si on a besoin d'un nouveau budget, dans ce cas, on part dans cette branche-là. Et si c'est cette branche-là, ça va être super ça. Si c'est cette branche-là, dans ce cas-là, c'est un autre utilisateur, c'est un autre rôle, c'est la direction qui est sollicitée. Donc vraiment, on construit le processus et on va le paramétrer comme ça. Derrière, l'intérêt d'avoir justement ce processus de disponible, c'est qu'on a la possibilité de... J'ai cliqué, non, j'ai dû cliquer à côté. On a la possibilité de générer de l'indicateur. On a aussi une chose assez intéressante. On a ici un premier processus qui va s'exécuter sur une demande d'achat. Et derrière, on va réussir à faire communiquer ce processus avec un autre processus qui, lui, va s'exécuter sur un autre objet de l'application. Les deux, la demande d'achat et l'objet initial, n'étant pas nécessairement liés. C'est l'intérêt, quoi. En plus de... Ah, voilà, 5 minutes après, on l'a. Donc ici, on a nos indicateurs, mais vraiment très primaires, hein, de combien de demandes d'achat sont passées par l'étape numéro 2. Et là, je peux aller les retrouver, je peux aller naviguer dessus. Enfin, vraiment, j'ai un lien très fort, en final, entre la data et l'instance de processus. Et derrière, c'est aussi combien de temps je passe. Donc là, créer devis fournisseur, j'ai passé 20,30 heures depuis hier. J'ai des instances qui ont passé 20,30 heures depuis hier sur ces étapes-là. Donc ça permet très rapidement d'identifier justement les points les points d'amélioration plutôt que bloquants du processus. Une fois que mon processus il est déployé, ce qui est le cas ici, hein, mon processus il est ongoing, donc il est déployé, je vais avoir mes objets métiers d'ailleurs que je suis venu caractériser ici. Voilà, j'ai construit mes formulaires à la volée, donc ça tout le monde l'a montré, tout le monde l'a déjà vu ici. Et j'ai mon formulaire ici de demande d'achat et qui est disponible à l'utilisateur. L'utilisateur, ça y est, dispose d'une interface graphique. Dès lors qu'il va faire une demande de fourniture, par exemple, automatiquement, il va enclencher une instance de processus qui va l'accompagner. L'accompagner, pourquoi ? Parce que déjà, j'ai ma petite aide qui m'indique ce que je dois faire. Si jamais j'essaye de passer à l'étape suivante et que je n'ai pas rempli toutes les infos, j'ai un petit avertissement qui apparaît. Et si je veux même aller plus loin, je peux aller voir pour ma demande d'achat numéro 3, je peux aller voir l'étape à laquelle je me trouve. L'étape à laquelle je me trouve actuellement, c'est ça, hein, c'est vraiment compléter les renseignements administratifs. Je suis déjà passé par la première étape, compléter la création de ma demande d'achat, et donc je suis en attente, ça y est, je suis en attente que les choses se passent. J'ai passé 0,01 heure sur cette étape-là, et la précédente avait été complétée par l'utilisateur administrateur. C'est cool, on commence direct, sans faire d'effort, à générer de la data, qui est réexploitable bien sûr. Et là, je m'y soumets, donc je vais sélectionner mon bureau, mon service, direction générale, ma commande est urgente. J'ai sauvegardé, mais on voit que le fait de sauvegarder ne me permet pas de passer à l'étape suivante. Pourquoi ? Parce que j'ai paramétré ici le fait que dans mon étape de processus, pour passer à l'étape suivante, je devais en plus cliquer sur mon bouton. Soit. Je vais m'y soumettre, et si on regarde ici, l'étape logique d'après, ce serait de pouvoir renseigner le produit. Actuellement, le produit n'est pas accessible à l'utilisateur, et c'est vraiment le processus qui va venir guider l'utilisateur dans les champs, les informations qu'il doit remplir. C'est le processus qui, en paramétrage, a dit le fournisseur, ça y est, maintenant, tu peux y avoir accès. Donc ça, c'était pour vous montrer le début. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment le faire évoluer. Sur la première étape, on pourrait se dire, le fait d'avoir une seule étape utilisateur pour le bureau, le bénéficiaire et le service, c'est pas satisfaisant. Et ce qu'on veut faire, c'est donner un peu de la visibilité aux différentes étapes. Et là, dans ces cas-là, je vais venir modifier à chaud mon processus. Je vais poser le micro pour ça. Je vais parler un peu plus fort.
dans ce cas de figure, c'est cette étape-là que je souhaite modifier et je n'ai pas envie de la garder comme elle est actuellement. J'ai envie de paralléliser justement un certain nombre d'éléments. Donc je vais insérer en glisser-déposer une passerelle parallèle. Je vais reprendre ici les conditions et puis je vais me dire, bah, au final, service, j'ai envie de le paralléliser et bureau, j'ai envie de le paralléliser. Voilà. Je paralyse deux étapes. Donc ces deux étapes, je vais devoir les modéliser ici en tâches utilisateurs. Donc j'insère mes deux tâches. Je viens les typer. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont portés par la norme BPMN. Je viens typer mes étapes. Et ensuite, je vais accéder à une interface graphique qui était bureau, il me semble. Une interface graphique pour venir caractériser quelle est la condition. Bureau doit être non nul. Et ici, c'était... J'ai oublié l'autre chose que j'ai retiré. Bureau, service peut-être. C'était peut-être service, ouais. Ça sera plus simple. Si on stream, c'est la tristesse. Normalement, on n'a pas les gens quand je fais ça. Écoute, c'est le moment de découvrir quelque chose. C'est de l'impro. Non, mais sinon, c'est pas très grave, j'en ai pour 2 secondes. Parce que le problème, c'est le stream, après, ils vont Ah ouais. Écoute. Écoute. Tous pris. Hop. Je mets ça dans la poche. Pas de souci, c'est moins pire qu'une opération. Là, je peux parler, là, ça va ? Ok, super. Alors, du coup, donc, ce que je disais, ce qui me manquait, ça devait être le service. C'est vraiment pas très grave. Sinon, je vais parler comme ça. Donc, ce qui me manquait, c'était le service. Je vais... y a pas de souci. Donc, je vais rajouter ici le service. Et c'est pareil, je veux qu'il soit non nul. Il me semble que là, j'ai bien fait mon service, j'ai bien fait mon bureau. Je viens fermer ma petite parallélisation là, que je viens de faire. Je pense bien à respécifier ce que c'est. Hop, et je vais afficher mon étape pour donner du sens. Donc là, c'est préciser service. Oh, sympa. Ok. Très bien. Voilà, donc j'ai rajouté mes deux étapes supplémentaires qui sont venues paralyser. Je vais tout simplement déployer la nouvelle version. En tant qu'utilisateur, j'ai pas eu d'effort à faire. J'ai un petit message d'alerte comme quoi c'est bien déployé. Et là, c'est pas un GIF, hein, c'est vraiment en live que je vous le fais. Et maintenant, je vais créer une nouvelle demande d'achat pour voir c'est quoi la conséquence. Donc là, je fais ma nouvelle demande d'achat, c'est toujours une demande de fournisseur. Et hop, ça y est, instantanément, on voit que dans mon petit bandeau ici, j'ai bien deux nouvelles étapes qui sont apparues. Et si je veux aller voir mon processus, je vais avoir l'information ici de justement mes étapes. Je sais que j'ai 3 étapes à réaliser. Et donc je vais faire, par exemple, je vais faire la première qui va être d'indiquer le bureau, le service, voilà. Service, direction générale. Si je fais ça, dès lors que j'ai enregistré ma modification, on voit bien que j'ai avancé, mais c'est pas pour autant que je suis passé à la grande étape suivante de mon processus, puisque je suis dans une parallélisation, donc je ne suis pas encore rendu au produit. Donc je vais attendre que chacune de mes étapes soit satisfaite. Et c'est comme ça qu'on réussit à très rapidement se faire des petits leviers d'amélioration, parce qu'on est capable de justement caractériser toutes les étapes importantes pour que derrière le client soit au maximum satisfait. Donc là, j'aurais pu après continuer à vous dérouler le processus ou parler de la magie derrière, mais ça c'était la thématique d'hier, donc c'est dommage. Je ne vais pas le refaire 2 fois quand même. Mais l'idée c'est ça, c'est que voilà, on a un outil qui permet rapidement de faire du process, et si jamais on veut aller aussi faire de la BI, on a des outils qui permettent de faire de la BI en direct. Donc ça c'est les éléments que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, comme ça, j'aurais fait ma mini démo, je serais content. J'aurais pas perdu ma journée. Donc là, on va retrouver les fameux dashboards. J'ai ma data qui est drill, j'ai ma data qui est filtrée. Si jamais je veux l'éditer, j'ai accès ici à l'ensemble de mes charts. Je veux rajouter par exemple cette donnée, je peux la rajouter ici. Et instantanément, j'ai mon dashboard qui est mis à jour. Donc je suis un utilisateur, je peux l'éditer. Si jamais je veux aller plus loin, j'ai la possibilité d'aller créer mes propres charts. Je peux créer un nouveau chart et là j'ai vraiment une quantité
incroyable de types de chars disponibles, et pour chacun des types, j'en ai plusieurs. Et si je veux aller encore plus loin, j'ai mon SQL Lab qui va me permettre de créer ma requête. Je peux aller interroger des tables. J'ai mes tables qui sont automatiquement chargées. J'ai ma donnée qui est préchargée pour voir à quoi j'ai accès. Donc voilà, donc, l'idée là, c'était vraiment de montrer deux petits exemples. C'était comment faire du process, comment faire de la BI rapidement, en low code, et surtout par l'utilisateur. Alors, le SQL, encore une fois, c'est sujet à un niveau de compétence assez rapidement atteignable, mais pas forcément, c'est pas forcément une volonté de tous. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir convaincu, je sais pas, mais en tout cas diverti pendant ces 45 minutes. C'est le principal. Et si jamais vous avez des questions qui sont apparues depuis cette petite démonstration, n'hésitez pas à venir me les poser, j'y répondrai avec questions. J'y répondrai avec plaisir à vos questions. Et sinon, vous pouvez nous retrouver à notre stand qui est situé en face des bornes d'arcade, pour ceux qui y sont déjà allés. Merci à tous.